Insultes, moqueries, intimidations. Selon l'UNICEF, près d'un enfant sur 3 dans le monde est victime de harcèlement à l'école. En France, ce sont plus de 700 000 enfants qui le subissent chaque année, souvent en silence et sans réaction des témoins. Les conséquences de ce phénomène sont dramatiques pour les victimes, qui peuvent en subir des dommages psychologiques et physiques à long terme. Aujourd'hui, nous recevons Aëlle, une jeune femme qui a été harcelée pendant plusieurs années par un groupe de camarades. Elle nous raconte son parcours à travers cette période difficile. En fin d'épisode, nous recevrons également Charlie, psychologue auprès de jeunes. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15. Si vous avez des pensées suicidaires, faites le 3114. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Aëlle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, dont on parle de plus en plus, malheureusement, qui est celui du harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton histoire par rapport à ça ? Alors, pour moi, le harcèlement, c'est une longue histoire parce qu'elle a commencé, quand je suis rentrée au collège en 6e et elle a duré, jusqu'au lycée, donc à peu près, jusqu'en première. Donc ça s'étale, sur, plusieurs années. Pour définir, même si je pense que tout le monde sait ce qu'est le harcèlement, c'est, ça peut se passer en ligne ou dans la vraie vie, on va dire. Dans mon cas, ça s'est passé à l'école, donc on parle de harcèlement scolaire. Il y a un groupe, on va dire, qui s'en prend à vous en vous intimidant, vous excluant, en vous faisant réaliser que vous êtes différent, différente, en vous mettant à part, en vous insultant. Vraiment, c'est un groupe qui s'en prend à une ou plusieurs personnes. Et dans mon cas, c'était généralement qu'à moi ou voire à mes deux, trois amis qu'il y avait autour. Et c'était quoi les circonstances dans lesquelles ce harcèlement a commencé ? Est-ce qu'il s'est passé un événement ou ça s'est vraiment fait par la rencontre avec les personnes qui te harcelaient ? Alors le harcèlement, il a pris place progressivement. Donc il y a eu, la rentrée en 6e qui, pour, tout enfant est quelque chose, d'assez perturbant, d'assez différent. Et petit à petit, il y a eu, un groupe d'élèves. Donc dans ce cas-là, c'était un groupe de filles qui étaient à peu près, je dis à peu près dans le sens où dans ma classe, c'était surtout 2 filles, mais après, en dehors, elles avaient, d'autres amies des fois qui se joignaient à elles. Donc ça faisait à peu près 3-4 personnes, on va dire, en général, et surtout 2, principalement, qui, ont petit à petit, on va dire, commencé en me regardant un peu bizarrement, en disant, quelques insultes comme ça. Alors ça se passait souvent, au sein de l'école, au sein de la classe, mais petit à petit, on va dire que ça allait, crescendo. Après, c'était, dans la rue. Moi, par exemple, pour aller au collège, je prenais un bus et pour attendre ce bus, il y avait, un arrêt de bus auquel, elle m'avait déjà retrouvée pour, me crier des insultes dessus dans la rue. C'est jamais allé à l'agression physique, mais c'est pas passé très loin parce que dans le harcèlement, il y a souvent beaucoup d'intimidation. Et dans mon cas, par exemple, c'est déjà arrivé dans le cas le plus grave où elles ont pu, lever la main sur moi et pour m'intimider, en fait, et me dire que voilà, si, par exemple, je pouvais en parler ou on va dire me révolter face à ça, elles étaient capables, de pouvoir employer la force. On sait que parfois il y a une thématique un peu récurrente dans certaines situations de harcèlement. Ça peut être la morphologie d'une personne, une caractéristique particulière. Est-ce que toi, il y avait aussi une thématique comme ça qui était au centre ? Alors dans mon harcèlement, ça a été, un peu, j'ai envie de dire délicat, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des thématiques au centre, mais il y a jamais véritablement, c'est des excuses pour harceler. Ça, il faut bien, le réaliser parce que souvent, dans les thématiques les plus récurrentes, ça va être l'homophobie, la grossophobie, et cetera, et souvent, on va dire à ces personnes-là de se cacher, de changer. Mais finalement, c'est que des excuses parce qu'il y aura toujours une raison pour vous harceler. Et dans mon cas, ces raisons-là, elles prenaient un peu source dans des choses, qui étaient, comment dire? Un peu clairsemées.
mais qui finalement réussissaient à m'atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours fait partie un peu des têtes de classe, donc forcément, il y avait un peu cette étiquette de l'intello, de la faillotte, voilà, celle qui a des bonnes notes et face à ces élèves qui, elles, par contre, étaient plutôt dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'elles pouvaient avoir des plus mauvais résultats, se faire remarquer par les professeurs, et moi, c'était pas forcément mon cas. Donc déjà, il y a on peut voir une séparation entre ça et puis aussi, le fait que moi je m'intéressais à tout ce qui était, manga, jeux vidéo, un peu, tout ce qui est pop culture. Aujourd'hui les mangas c'est très à la mode, mais 10-15 ans en arrière, c'était peut-être un peu moins mainstream. Donc déjà, le fait de voir quelqu'un avec des intérêts différents, forcément ça perturbe les gens, et dans leur cas, c'est ça aussi qui en faisait partie. C'était mes intérêts personnels, en fait, ça les dérangeait. Enfin, il y a une troisième thématique, on va dire, qui s'est un petit peu inséminée dans tout ça, mais qui était assez insidieuse, c'est-à-dire que c'était des insultes à caractère homophobe. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas, comment dire? D'un point de vue de ma sexualité, j'étais une enfant de 11 ans qui avait pas forcément, conscience de où est-ce que je me situais, en fait, sur le spectre de la sexualité. Mais, pour elle, le fait que, j'avais une manière de m'habiller, qui était peut-être des fois un petit peu androgyne, le fait que j'avais des amis qui avaient aussi cette manière-là de s'habiller, le fait que d'ailleurs, dans les années, qui ont suivi après au collège et au lycée, certaines de ces personnes ont pu, faire des coming out et cetera. Donc, on va dire que physiquement, il y avait une expression de genre qui était peut-être différente, de la norme, et donc, ça a valu, énormément aussi d'insultes homophobes, qui se sont clairsemées, même si, voilà, je n'ai jamais, je n'avais jamais fait de coming out, mais pour elle, c'était très clair que j'étais quelqu'un de différente et qu'il fallait trouver, tous les moyens possibles pour, le faire remarquer. Tu as dit que ça s'est mis en place assez progressivement. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, finalement? Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de manière, bon, bien sûr, assez progressive, parce que déjà, le moindre regard ou la moindre insulte, ça atteint n'importe qui et ça a quand même son impact, même si, c'est que des mots, c'est qu'un regard, mais forcément, ça touche. Mais on va dire que j'ai commencé à vraiment mettre un mot sur le fait que c'était du harcèlement et pas juste, voilà, quelqu'un, qui m'aimerait pas et qui le ferait signifier, puis après, qui passe à autre chose. Au moment où, en fait, à l'époque, donc il y avait pas encore, les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. À ce moment-là, la plupart des jeunes communiquaient, sur MSN. Donc MSN, c'est un système de messagerie, pour ceux qui auraient pas connu, où, en fait, on s'envoie des messages interposés, un peu comme Messenger maintenant sur Facebook, ou comme, tous les outils de messagerie instantanée. Et à ce moment-là, c'était un peu, innovant parce que, on n'avait pas de messagerie instantanée à part, voilà, c'était, un peu la nouveauté. Et à ce niveau-là, moi, j'avais ajouté plusieurs personnes de ma classe, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui se faisait généralement. Comme Facebook, on ajoute plein de gens et pas forcément les personnes avec qui on est le plus amis. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages, clairement ciblés, mais où je ne parlais même pas forcément à ces personnes, qui disaient, qui d'abord, voilà, me faisaient croire que c'était une conversation normale, jusqu'au moment où elles me disaient: «Ah là là, telle chose que tu as fait ou que tu aimes, c'est vraiment nul, c'est», enfin, et encore là, je le dis de manière, bien sûr beaucoup plus polie, hein, c'était beaucoup plus violent que ça. Et c'est là où j'ai commencé à me dire: c'est pas normal, en fait, de prendre quelqu'un et même chez lui, même dans son intimité, de venir lui parler pour se moquer de cette personne. Et aussi l'autre moment qui m'a pas mal marqué, c'est, comme je l'ai raconté avant, le moment où, j'étais dans la rue et qu'elles ont lancé, plein d'insultes, qu'elles criaient vraiment, que tout le monde aurait pu entendre, et où je me suis dit: «Ah oui, d'accord, là, il y a aucune limite, en fait. Le but, c'est vraiment de me nuire, que je me sente mal, que je m'isole», et elles ont clairement pas peur, en fait, du regard des gens qui pouvaient passer ou quoi. Oui, parce que du coup, c'est pas quelque chose qui se faisait, en cachette, juste pour te faire du mal à toi dans un coin. C'était quelque chose qui était affiché en public. Oui, c'était clairement assumé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je dis que mes harceleuses, c'était un petit groupe de filles, mais il faut aussi penser qu'il y avait des témoins forcément, vu que c'était pas quelque chose de dissimulé, que finalement tous les camarades, qui avaient pu observer, rigolaient, faisaient
plus ou moins aussi partie de ce harcèlement, c'est un petit peu de la non-assistance. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, on sensibilisait pas forcément sur le sujet. Il y avait pas, comme aujourd'hui, autant de numéros de services, à contacter. Il y avait pas de honte de leur part de faire ça. Pour elles, c'était totalement normal et c'était quelque chose qui vraiment prenait sa place au sein, du collège. C'était, soit on bouffait les autres, soit on se faisait bouffer, mais c'était comme un peu une sorte de hiérarchie en fait qui s'était mise en place et dans lesquelles les professeurs ne faisaient rien. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, à l'intérieur de toi, quand tu étais confronté à ces comportements, ces insultes? Alors c'est assez compliqué à dire de façon précise, parce que c'est un moment qui m'a pas mal traumatisée donc aujourd'hui avec du recul, j'ai pas forcément toute la nuance de sentiments que je devrais avoir puisque, j'ai que, on va dire des bribes de ce qui s'est passé. En soi, quand on vit, quelque chose de traumatique, c'est pas toujours simple de se souvenir de tout dans les moindres détails, encore plus quand cet événement, remonte à plus de 10 ans. Mais je te dirais que dans l'ensemble, ce qui a été le plus dur avec le harcèlement, c'est, pas forcément la première fois où c'est arrivé, où je réalisais pas forcément ce qui se passait, où ça me faisait du mal, mais en même temps, j'avais, on va dire, une forme d'innocence où comme, comme un enfant de 11 ans, je me rendais pas forcément compte de l'impact, en fait, que ça allait avoir sur moi. Mais c'est vrai que petit à petit, au fil du temps, j'ai réalisé que je m'isolais de plus en plus, que j'avais de plus en plus peur, de parler aux autres et que, ce qui finalement, c'était au début quelque chose de assez sporadique, d'événements, voilà, qui arrivaient comme ça dans ma vie. C'est devenu quelque chose qui a fait une partie entièrement, de mon histoire et où j'ai développé, une timidité assez maladive. Pas qu'avant j'étais quelqu'un d'extrêmement extraverti, mais j'avais pas forcément peur, de parler devant les autres et là vraiment j'étais, totalement pétrifiée et ça je l'ai vraiment remarqué petit à petit, avec le temps, à force que ça se représente, j'avais, de plus en plus peur et c'est d'ailleurs aussi, une des raisons, pour lesquelles, souvent on me demande ou même moi je me demande pourquoi j'ai rien fait en fait. Pourquoi c'est à ces moments-là j'ai pas réagi? Pourquoi j'ai pas dit que j'étais pas d'accord, que, c'était pas normal d'insulter des gens comme ça gratuitement ou, de se moquer d'eux. Mais tout simplement parce qu'en fait, j'avais peur, j'étais souvent seule face, un groupe de personnes et à force que ça arrive, au bout d'un moment, on prend l'habitude et on fait même plus attention. En fait, on essaie juste de fuir. Comment on vit ces 4 années de scolarité quand on est dans ce type de configuration? Alors, ça va vraiment encore une fois dépendre des gens comme dépendre, du harcèlement. Dans mon cas, je faisais entre guillemets «partie» des personnes qui étaient, les têtes de classe, les gens qui avaient des meilleures notes. Je peux dire qu'entre guillemets, j'ai eu de la chance parce que ça avait pas forcément impacté mes résultats. Mais j'ai quand même remarqué que, il y a eu, entre guillemets, «un mécanisme de défense». Je me suis identifiée à ce que, mes agresseuses faisaient et je me disais: «D'accord, si je veux, passer inaperçue, il faut moi aussi que je me fasse remarquer». Donc peut-être que j'étais un petit peu moins sérieuse, que, je me disais, voilà, si par exemple, au collège, il y a les mots sur le carnet où souvent c'est un petit peu le concours de celui qui en a le plus et moi, je j'avais jamais eu, d'heures de colle de ma vie et je me disais: «Ah là là, si je fais ça, c'est» je me le disais pas forcément consciemment, mais je me disais: «Voilà, si je fais ça, au moins, je serai peut-être acceptée parmi ces personnes ou en tout cas, on me remarquera plus» et même si mes notes ont continué, d'être bonnes parce que, je pense que voilà, j'avais, cette appétence naturellement, à apprendre et que, j'avais ces facilités-là. D'un autre côté, au niveau du comportement, c'est vrai que, j'ai fait peut-être, j'ai peut-être moins été moi-même que si j'avais pas vécu le harcèlement et donc j'essayais d'adopter leur comportement pour pouvoir passer inaperçu. Est-ce qu'à certains moments, justement, dans cette scolarité qui était, tumultueuse, dans cette ambiance, délétère, est-ce que tu as remis finalement en question même l'éventuelle continuation de ton parcours, peut-être, songer à la déscolarisation ou à arrêter finalement, de d'interagir en fait complètement avec le monde externe?
Alors c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question parce que pour moi l'école c'était quelque chose où on était, obligé d'y aller en fait. C'était un petit peu, si on peut faire un parallèle comme si j'avais une peine qui était de toutes ces années-là où je me disais quand j'aurai 18 ans, que j'aurai mon bac, ça y est ça sera fini. Alors en soi, ne me voyais pas ne pas faire des études supérieures parce que j'avais cette appétence aux cours, qui faisait que j'aimais bien apprendre, j'aimais bien m'intéresser à des choses. Que forcément l'environnement social dans lequel on évolue, il joue une part importante. Ça, on peut pas le nier, que mes parents ayant fait des études, forcément, c'est quelque chose qui jouait aussi dans la balance, où je me disais qu'il fallait que je le fasse et en même temps, même si je m'étais identifiée à mes agresseuses quand j'étais, surtout en sixième, après en évoluant avec le temps, je me suis construite en opposition et vu que généralement enfin, je dis généralement parce que le harcèlement, il a eu lieu au collège, mais il s'est un peu poursuivi au début du lycée et que c'était souvent, des personnes qui, avaient pas forcément, de bons résultats, étaient plutôt mal vues par les professeurs. Je me disais, du coup, pour, ne plus être avec ces gens-là, il fallait, que je fasse exactement l'inverse et poursuivre des études et avoir de l'appétence pour les cours, c'était, l'inverse finalement de ce qu'elles étaient. Mais c'est vrai que, je n'ai jamais pensé à la déscolarisation alors que clairement j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais en cours et c'est pour ça aujourd'hui quand je vois qu'il y a énormément, de dispositifs, par rapport à la phobie scolaire, par rapport, à tout ce vécu finalement du harcèlement, je suis assez contente de voir qu'on prend ça en considération. De mon côté, j'ai un petit peu, souffert en silence et j'y allais, je me disais: «Voilà, c'est comme ça, il faut y aller tous les jours et tant pis» et c'est la vie un petit peu, voilà, comme si c'était un destin un peu, fataliste, que j'avais pas d'autre choix en fait, tout simplement. Tu viens de dire que tu associais cette période aussi à une peine, un fardeau à porter. Est-ce qu'il y a une métaphore, une image, un mot qui te vient à l'esprit justement pour qualifier ce que tu as vécu? C'est assez difficile pour moi de répondre à ça. Parce que le harcèlement, il s'est présenté pour moi sous plusieurs formes. Il y a eu, le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, il s'est poursuivi à la fois au collège, puis un petit peu au lycée. Il y a eu aussi les profs qui ont pris part, quand j'étais en seconde, au harcèlement. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de représenter en une image maintenant ou en un mot. Moi, la manière dont je vois le harcèlement aujourd'hui, c'est surtout dans les conséquences, donc je dirais l'anxiété. Pour moi, l'anxiété, c'est ce qui représente pour moi le plus le harcèlement. L'anxiété parce que c'est le sentiment, c'est ce qu'on ressent quand on subit du harcèlement, mais c'est aussi ce qui nous poursuit, ce qui nous poursuit toute notre vie après, bien sûr, même s'il y a des solutions qui existent, mais en tout cas qui va nous poursuivre jusqu'à ce qu'on essaie de travailler dessus et cette anxiété, elle va se présenter sous plein de formes différentes et notamment l'anxiété sociale, voire la phobie sociale où on aura extrêmement peur des autres, du contact avec les autres et ça pour moi, c'est vraiment, ce qui est le plus marquant avec le harcèlement. Pendant cette période justement, au collège, au début du lycée, tu nous disais aussi que c'était réalisé en public, c'était assumé. Comment est-ce que tu expliques que des personnes, des témoins, comme tu l'as dit, aient pu rester, comme ça, immobiles à côté, sans intervenir, sans ne jamais rien dire? À mon sens et même au-delà de mon sens, il y a pas mal, d'expériences en psychologie sociale qui l'ont aussi montré que, lorsqu'il y a notamment en groupe, quelque chose qui va se passer comme, par exemple une agression, c'est extrêmement compliqué d'agir parce que déjà on attend que ça soit des fois quelqu'un d'autre qui agisse à notre place et donc, il y a déjà cette attente, ça laisse un certain délai et au-delà de ça, il y a un peu, l'identification aussi, le fait de vouloir faire partie du groupe qui est majoritaire et dans le cas du harcèlement, généralement, c'est une ou quelques personnes face à un groupe important et encore plus, dans le cas, de l'école, généralement, il y a un petit peu les personnes qu'on identifie comme populaires et dans mon cas, c'était ces personnes qui, étaient vues comme populaires, qui avaient, par exemple, je sais pas, des vêtements à la mode, des goûts, qui étaient valorisés, qui s'en prenaient à moi. Donc c'était d'autant plus dur parce qu'il fallait se mettre contre des personnes qui étaient appréciées par la majorité du groupe. Et donc tout ça amène finalement à une forme d'inaction. Et puis,
Je pense aussi que même s'il y a des actes qui sont assez marquants, donc comme les insultes dont je parlais, il y a aussi plein de petites discriminations, qu'on ressent quand on les vit, mais qui sont difficilement perceptibles si on fait partie, du public, qui est autour et donc on se rend pas forcément compte de qu'est-ce que ça fait à moins d'avoir, soi-même vécu du harcèlement. Mais généralement, quand on a cet âge-là, on en a rarement vécu avant et il y a que les adultes, qui peuvent réagir à ça. Et justement, les adultes, du collège, les surveillants, les enseignants, est-ce qu'ils ont pu aussi être, témoins de ces scènes et est-ce qu'eux sont intervenus? Je vais d'abord parler du collège parce qu'au lycée, ça a été encore différent. Mais, au collège, les personnes qui m'ont harcelée faisaient ça de manière assumée en public, étaient pas non plus, comment dire? Totalement inconscientes. Elles savaient que, par exemple, si elles m'insultaient en plein milieu d'un cours, elles allaient se faire virer et avoir les conséquences qui allaient avec. Donc, généralement, si ça se passait, par exemple, dans l'établissement, ça allait être un moment, de récréation ou, par exemple, pendant les activités comme le sport où généralement, le professeur a pas forcément la possibilité de voir tout ce qui se passe, dans son cours. C'est vrai qu'au collège, je suis entre guillemets «sortie» à ce moment-là, un moment, j'ai pu sortir la tête de l'eau grâce, à une professeure. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'en ai parlé, à ma mère, de tout ce qui s'était passé, du harcèlement surtout, notamment en ligne, mais aussi en classe et des personnes, qui s'en prenaient à moi et elle a contacté une professeure, qui était ma professeure de maths et cette personne-là a pris les choses en main, a essayé, on va dire, de, régler le harcèlement. Je dis essayer parce que le harcèlement, c'est quelque chose, de très compliqué à résoudre quand, ça prend une part systémique. C'est-à-dire que, les personnes harcelées sont un groupe important et que même si on, entre guillemets, «élimine» les personnes qui étaient à la source du problème, il y en a d'autres qui se créent et ainsi de suite et donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui a été bien de sa part, c'est qu'elle est allée, confronter les 2 personnes, dont j'avais parlé. Ce qui était peut-être un peu moins bien, mais qui a son sens. Je pense que pour elle, c'était une bonne chose. C'est qu'elle a confronté ces personnes face à moi et que j'ai dû leur expliquer, face à elle, le pourquoi du comment, je les avais entre guillemets «dénoncées». Ça a été assez dur, mais en soi, ça a quand même permis après que ces 2 personnes-là me laissent tranquille. C'est vrai que le harcèlement a quand même continué parce qu'il y avait tout leur groupe d'amis, il y avait toutes les personnes qui avaient observé ça, il y a la réputation aussi qui se crée, après un harcèlement et même si j'ai pas eu de véritables représailles de ce que j'avais fait, je sais qu'après j'avais une étiquette qui était collée à moi, jusqu'à la fin du collège. Et maintenant, pour parler du lycée, là, ça s'est surtout passé en seconde et c'était très différent parce que, à ce moment-là, je vivais une situation qui était familialement, assez compliquée. Donc, j'ai pas du tout parlé de ce que je vivais, à ma famille et du côté de l'école, j'avais, certains professeurs qui, voyaient que visiblement je devais être un petit peu plus à l'écart ou enfin je ne sais pas en tout cas ce qu'ils ont pensé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu d'un cours, ils m'ont, quelquefois, dit des remarques qui, à mon sens, ne se faisaient pas, comme par exemple, un professeur, c'était mon professeur de français qui m'avait dit, «Ah, je trouve que tu n'as aucune prestance» et il avait sorti ça en plein cours et dans le sens où il me disait: «Voilà, j'aimerais, que tu sois un petit peu plus active, je trouve que tu t'effaces un petit peu trop, voilà, on te remarque à peine» et la manière dont il m'avait dit surtout le «tu n'as aucune prestance» était, super violent quand on savait derrière qu'il y avait, encore, tout un groupe de filles qui n'étaient plus les mêmes qu'au collège, mais voilà, qui avaient un petit peu les mêmes, le même profil et qui s'en prenaient à moi et donc forcément s'il y avait, un adulte derrière qui validait ça, c'était encore plus compliqué d'aller chercher de l'aide après. Et si tu avais été dans des dispositions favorables à justement aller chercher de l'aide, hem, est-ce que finalement tu penses que tu en aurais trouvé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de ressources finalement à l'époque qui existaient? Tu en as parlé tout à l'heure, aujourd'hui il y a pas mal de ressources qui circulent parce qu'on sait que le sujet est important, on en parle de plus en plus. Mais finalement il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas forcément tant que ça. Est-ce que tu penses que le soutien que tu aurais pu aller chercher, tu l'aurais trouvé? C'est dur à dire. Je pense que, ce qui est compliqué pour aller enfin, en tout cas, dans la situation que je vivais, surtout à une certaine période, donc la fin du collège, début du lycée, c'est qu'il faut être entouré des bonnes personnes pour, pouvoir, se lancer, pour pouvoir en parler.
Il faut aussi que ça soit quelque chose de banalisé, le fait d'en parler, que par exemple, je pense, aux interventions en classe, au fait que certains professeurs prennent la parole sur le sujet et là, à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Je me souviens de toute ma scolarité, je n'ai pas eu une fois où on a, parlé en classe du harcèlement. Jamais. On a eu des interventions sur plein de choses différentes, je pense notamment et comment utiliser, je sais pas, internet ou les réseaux sociaux alors que c'était quelque chose de beaucoup plus récent qui en soi était important, hein, aussi, mais on nous parlait pas du tout, par exemple, du cyberharcèlement qu'on pouvait avoir, sur les réseaux. Ça concernait, juste, voilà, comment éviter, par exemple, de se faire pirater ou des choses qui, en soi, sont aussi utiles, mais on n'a jamais rien eu sur le harcèlement alors que c'était quelque chose, d'assez, commun. Mais encore une fois, je pense que pour chercher de l'aide, il faut être bien entouré. Moi, je sais que ma famille m'a pas mal, aidée, quand c'était en 6e. Maintenant, si on a une situation familiale compliquée, comme c'était mon cas après, comme c'est le cas d'énormément de jeunes, c'est sûr que ça complique la chose et c'est pour ça que je parle notamment du fait qu'à l'école ou d'un point de vue public, il y ait des organismes qui prennent ça en charge parce que, si on est seul amicalement et on est seul familialement, c'est extrêmement compliqué, de se dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider si, c'est pas quelque chose dont on a entendu parler avant. Est-ce qu'à un moment, tu as envisagé d'avoir recours à la solution pénale, finalement, d'aller, déposer plainte et d'entamer peut-être une procédure judiciaire? Alors, je n'y ai jamais pensé. Après coup, je n'y ai pas pensé non plus parce que comme beaucoup de victimes, il y a le fait de se replonger là-dedans. Il y a aussi d'avoir, des preuves. Alors c'est vrai qu'en 6e, les preuves, elles étaient faciles à avoir grâce à MSN, grâce aux messages, qu'on s'était envoyés, c'était assez facile de les trouver. Maintenant, sur tout ce qui s'est passé après, l'intimidation en classe, les insultes dans la rue, c'était très compliqué de justifier ça. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je n'y pensais même pas, en fait. À aucun moment, en fait, je me suis dit que, le harcèlement, c'était punissable par la loi. Je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais que, il y a un peu ce truc de se dire: «Non, mais mon cas, il est pas assez grave pour ça, voilà, c'est pas quelque chose, qu'on va prendre au sérieux, c'est que des histoires de collégiens» et d'ailleurs, c'est souvent un petit peu, ce que les adultes peuvent dire, c'est: «Non, mais c'est des histoires d'enfants, ça arrive, c'est normal le collège de s'insulter, de de se charrier, c'est pas grave» et je pense qu'un petit peu toute cette intimidation fait qu'à aucun moment je me suis dit, «Je vais aller porter ça» et encore une fois, le fait d'avoir les parents aussi derrière, le fait d'avoir un adulte parce que, bah, si on n'a pas 18 ans sans représentant légal, on peut pas aller porter plainte et si derrière on n'a pas forcément des parents, qui prennent un petit peu, le la chose à cœur et qui vont d'eux-mêmes, porter plainte et faire toutes les démarches, en étant seul face à ça, parce qu'on n'en parle pas ou voilà, parce qu'on n'a pas forcément assez confiance pour en parler, c'est très compliqué, d'aller porter plainte et dans mon cas, du coup, je n'y ai même pas pensé. On est vraiment face à une violence qui finalement est totalement banalisée et qui n'est même pas circonscrite au moment où, tu te fais harceler puisque tu l'as dit, il y a la réputation qui te suit aussi. Donc forcément, il y a des conséquences aussi, à long terme qui se développent. Tu parlais tout à l'heure, de l'anxiété. Tu peux nous en dire justement un peu plus sur comment est apparu justement ce sentiment en toi? Comment est-ce qu'il s'est manifesté et comment est-ce que tu l'as ressenti? Alors, l'anxiété, c'est une, longue histoire. Tout d'abord, j'appelais pas ça de l'anxiété, j'appelais ça de la timidité. On disait, de moi et je me le disais moi-même d'ailleurs que j'étais, très timide, que ça faisait un petit peu, partie de ma personnalité et je me rendais pas compte en fait que, le fait d'avoir, extrêmement peur, mais au point vraiment de faire, une crise d'angoisse, chose à l'époque où je ne savais pas que ça s'appelait non plus une crise d'angoisse, ce n'était pas normal en fait d'avoir cette peur-là, d'être, tellement angoissé, au contact des autres qu'on essaie juste de les fuir et de s'isoler et que c'est vraiment un vrai cercle vicieux et moi je me disais: «Non mais ça fait juste partie de ma personnalité, voilà, je suis quelqu'un comme ça» et finalement en évoluant avec le temps et surtout en sortant du harcèlement, j'ai remarqué qu'en fait, non, ce n'était pas ma nature de base et surtout, bah, en me renseignant, en grandissant, en commençant aussi une thérapie, je me suis dit: «En fait, c'est une réaction que j'ai par rapport à ça, c'est une réaction de défense». Je faisais ça pour me protéger
parce que, en voyant que le contact avec les autres était aussi négatif et aussi violent, je voulais juste, rester seule et ça faisait que, par exemple, pour les présentations en classe, les travaux de groupe et cetera, j'étais, extrêmement tétanisée, j'étais toujours dans mon coin et finalement l'étiquette de la fille timide, c'était un petit peu aussi un moyen de réaliser, de me dire: «Non, mais ça fait juste partie de moi, le harcèlement, ça m'a rien fait». Aujourd'hui, 10 ans après, l'anxiété fait toujours partie de ma vie, même si, l'anxiété va souvent avec, la dépression et la dépression à l'époque, j'avais des périodes dépressives. Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement banalisé pendant l'adolescence. On dit que voilà, c'est normal, d'avoir des moments comme ça où on déprime. Mais voilà, l'intensité était quand même, assez importante et ça pareil, je me rendais pas compte. Je me disais: «Non, mais c'est pas grave, c'est normal que j'ai des comportements, à risque de façon très importante», alors qu'en réalité, bah, non, ce n'est pas normal, de se sentir aussi mal et d'avoir, presque envie, d'en finir. Mais, à ce moment-là, j'avais un petit peu intériorisé ça et aujourd'hui, l'anxiété, elle fait toujours partie de ma vie, même si je m'en rends compte maintenant. J'ai réalisé que c'était quelque chose que j'ai développé pour me défendre, que avant le harcèlement, quand j'étais vraiment plus jeune, c'était pas, ma personnalité qui s'est forgée autour de ça. Maintenant, ce qui est dur, c'est que, l'adolescence, bah, c'est une période dans laquelle on se construit beaucoup et quand on s'est construit, dans la peur des autres, dans une anxiété qui fait partie, de nous et qui fait qu'on a, potentiellement, une phobie sociale, une phobie des autres et qu'on a tendance à s'enfermer sur soi. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à s'en sortir et ça, c'est pas facile. Moi, je sais que la thérapie, ça m'aide beaucoup, mais encore, bah, c'est pas gagné parce que, quand on passe autant d'années comme ça, maintenant il faut, autant d'années, voire beaucoup plus pour, réussir à se reconstruire. Et cette thérapie que tu suis, elle consiste en quoi concrètement? C'est quoi les outils pour se reconstruire? Alors pour se reconstruire, c'est extrêmement compliqué. C'est un process assez long et souvent qui nécessite, une, pluridisciplinarité, d'un point de vue des professionnels. Moi, ça a commencé en voyant d'abord une psychologue, donc en faisant une thérapie, ce qu'on appelle un psychodynamique où voilà, je raconte un petit peu ma vie, mon vécu, mon histoire, où je parlais du harcèlement, mais je parlais aussi, de tout ce que j'ai vécu et notamment, des traumatismes. Ça, c'est une thérapie que j'ai suivie pendant 1 an et demi où vraiment j'ai un petit peu, vidé mon sac et j'ai fait, des associations, en fait, entre des choses que j'avais vécues et que j'avais pas forcément réalisées parce que voilà, on suit notre vie et on prend pas forcément des moments pour, y réfléchir et à côté de ça, vu que j'ai eu, un épisode, dépressif assez sévère, pendant cette période, donc c'était la période, en 2020, après le confinement et puis qui s'est poursuivie donc, toute l'année qui a suivi. J'ai vu aussi un psychiatre et j'ai eu, des antidépresseurs. Les antidépresseurs du coup qui étaient à la fois pour la dépression, mais qui étaient aussi, pas mal efficaces, pour, l'anxiété de fond que j'avais, l'un se lie à l'autre. J'ai une phobie sociale, donc je m'isole, donc je vois personne, mais en même temps, j'ai envie de voir des gens, mais comment faire? Et donc on commence à déprimer. En plus, le harcèlement, ça baisse énormément notre estime de nous-mêmes, donc pareil, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'anxiété et sur la dépression. Et donc j'ai eu ce traitement de fond et cette thérapie pendant 1 an et demi. Et puis, à ce moment-là, je me disais: «Voilà, ça commence à aller mieux, tout va mieux». Enfin, je me dis: «Ah, c'était une réaction au confinement et puis ça va mieux» et c'est là où je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas juste une réaction au confinement, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie», que ça soit le harcèlement ou les autres choses que j'ai pu vivre, en parallèle de tout ça et il faut vraiment travailler dessus et que tu prennes le temps. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai commencé, de l'EMDR, donc qui est, une technique, qui est recommandée quand on a vécu, des traumatismes. Parce que ça permet en fait de retravailler sur ces moments et de pouvoir, finalement les intégrer, les accepter. Donc là, c'est une thérapie que j'ai commencée, assez récemment, donc pour le moment, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne et à côté, j'ai aussi, repris un suivi avec une psychiatre parce que, j'estimais que pour moi, c'était important, en fait, c'est la question notamment, du diagnostic, de pouvoir, voir, en fait, les conséquences. Parce que le harcèlement, ça a énormément de conséquences. Je parlais de l'anxiété, il y a la dépression, il y a aussi, tout ce qui est trouble de la personnalité parce que comme je disais, bah, on se forge, en fait, autour de tout ce qu'on a pu vivre et donc forcément, ça crée pas forcément des choses, saines. On a des mécanismes, qui peuvent être assez malsains, même envers nous-mêmes.
Et donc c'est pour ça que j'ai recommencé, un suivi psychiatrique à la fois pour cette question-là, pour pouvoir un peu analyser tout ça et en même temps pour ce qui est, des traitements de fond parce que, c'est extrêmement compliqué de vivre au quotidien quand on a de l'anxiété et quand on a, facilement, des épisodes dépressifs. Maintenant, c'est vrai que la thérapie, ça fait vraiment le gros du travail de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir faire des liens, mais aussi, de pouvoir déconstruire ces liens et penser différemment. Ça, c'est vraiment le plus dur avec le harcèlement, c'est l'estime de soi. Moi, je sais que c'est vraiment le plus gros des problèmes que j'ai eu, et que j'ai enfin, encore aujourd'hui, suite au harcèlement, c'est, mon estime de moi-même qui est totalement, on peut le dire, anormale, enfin extrêmement, extrêmement basse. L'autodévalorisation est constante parce qu'on a pris l'habitude, en fait, d'entendre des gens nous dire, qu'on valait rien, qu'on était moins que rien et avec le temps, on finit, par l'intérioriser et maintenant il faut déconstruire ça et réaliser que tout ça, bah, ce n'est que des pensées, c'est que, ce que nos harceleurs pouvaient nous dire, mais c'est pas comme ça qu'on se définit et qu'on est et qu'on peut encore, évoluer. Tu en as parlé brièvement. Quelles sont concrètement les conséquences aujourd'hui de cette période sur ta vie quotidienne? Elles sont multiples et en même temps, ce qui est assez dur, c'est de les cibler précisément parce qu'il y a beaucoup de choses, qui s'ajoutent et que, il y a un peu tout ça qui s'entremêle finalement, hein. C'est un peu comme toutes les personnes qui ont vécu, on a tous vécu plusieurs événements dans nos vies qui nous construisent, petit à petit et de mon côté, ça a été le harcèlement, ça a été d'autres choses, qui finalement un peu tout ensemble, sont venus, créer une profonde anxiété et peur des autres qui est assez dur à vivre au quotidien parce que je me remets tout le temps en question. En fait, c'est comme si, ce que j'aime bien l'appeler le inner saboteur, c'est un peu comme si, j'avais une petite voix qui me disait: «Non, mais ce que tu dis, c'est nul, ce que tu fais, c'est nul. Tu seras jamais rien, tu n'arriveras jamais à rien» et du coup, ça me pousse à être très dure avec moi-même. Vraiment, je suis ma pire autocritique. C'est vrai que c'est pas facile, de vivre, en se disant que, tout ce qu'on fait, ça sera jamais assez bien et en même temps, les conséquences, elles sont à la fois internes. On est bien sûr beaucoup plus sensible, d'un point de vue, par exemple, je pense des réseaux sociaux. Quand on voit, des personnes, qui, par exemple, dans mon cas, en publiant du contenu, qui peuvent venir à plusieurs et dire, «Voilà, ça c'est pas bien» et cetera, qui font un petit peu, du coup, ce qu'on peut appeler du cyberharcèlement. C'est assez dur parce que, du coup, ça peut ramener aussi à cette période et nous remettre un petit peu, dans ces angoisses, en fait, qu'on a vécues. Pareil, je pense aussi à des situations qui peuvent rappeler, en fait, la période du harcèlement. Dans mon cas, par exemple, je travaille quelques heures par semaine dans un collège et c'est vrai que, quand j'ai pris cette décision de travailler dans ce collège, la première question, ça a été: «Est-ce que je vais y arriver?» parce que, c'est un petit peu, là, l'endroit dans lequel, j'ai commencé à vivre ces traumatismes de harcèlement, même si c'était pas le même collège, heureusement et dans tous les cas, je pense que j'aurais pas pu, travailler dans le collège où tout ce que j'ai vécu est arrivé. Mais c'est vrai que ce qui est assez dur et en même temps, ça me permet aussi, de petit à petit travailler dessus en y allant quand même. Mais c'est, de me dire que je vois des groupes d'adolescents qui des fois peuvent, rigoler entre eux et forcément j'ai cette pensée dans ma tête de me dire, «Ah est-ce qu'ils rigolent pas de moi? Est-ce que c'est pas de moi qu'ils se moquent?» et c'est vrai que ça crée des automatismes où de soi-même, on va générer de l'anxiété, on va l'entretenir, on va s'autodévaloriser, ça va amener de la dépression et c'est vraiment, un cercle vicieux finalement, qui se passe, à la fois, dans ce qu'on vit et aussi au quotidien en fonction, de là où on travaille, des personnes qu'on fréquente, et cetera. Ces personnes qui t'ont harcelé pendant plusieurs années, est-ce qu'aujourd'hui tu sais ce qu'elles deviennent et finalement si tu devais les croiser dans la rue, ça te ferait quoi? Alors, pour les personnes qui m'ont harcelée aujourd'hui, je ne sais pas, la plupart ce qu'elles sont devenues. Enfin, je dis la plupart, mais en fait la totalité puisque finalement, là où j'étais au collège et là où j'étais après au lycée, je n'y vis plus. Donc, il y a très peu de chances que je les croise. Maintenant, si je les croisais dans la rue, je pense que, je serais prise un petit peu, d'une certaine panique de les voir parce que forcément ça fait quelque chose de retomber sur son agresseur, des années après. Je pense que la réaction que j'aurais, ce serait, de les ignorer. J'aurais pas forcément d'un côté envie, d'aller, voilà les confronter parce que,
Je pense en fait que tout simplement, ça servirait pas à grand chose dans la mesure où, pour moi, le harcèlement, c'est quelque chose de systémique. C'est-à-dire que les personnes harcelées sont souvent, elles aussi, victimes ailleurs et de finalement venir les agresser dans la rue, ça reviendrait à faire, bah, ce qu'elles, elles m'ont fait, 15 ans plus tôt et en même temps, je viendrai pas non plus leur parler pour dire, voilà, que je les pardonne et cetera parce que c'est faux. Je leur pardonne pas. Pour moi, c'est impardonnable et personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de pardonner pour aller mieux parce que pardonner, ça veut dire, à mon sens, encore une fois, accepter que l'acte est quelque chose d'acceptable, de pardonnable et à mon sens, non, je j'ai pas envie non plus de banaliser ça. Donc je pense que tout simplement, je passerai à côté. Puis si elles me reconnaissent, tant mieux. Je leur dirai: «Bah, écoute, bon vent» et et voilà et j'espère que, écoute, tu une bonne continuation quoi qu'il arrive. Mais moi, je partirai de mon côté et je chercherai pas à aller plus loin. Et si tu pouvais, voyager 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi d'alors? Je me dirais déjà que t'es pas seul, que tu as des personnes autour de toi, même si, tu crois que t'es isolé, que personne pense à toi, c'est faux. Il y a plein de personnes autour de toi qui peuvent t'écouter, qui peuvent parler et c'est pas parce qu'elles sont en groupe qu'elles ont le pouvoir, qu'elles ont raison aussi, que, ce que tu fais, c'est quelque chose de mauvais et c'est pas parce qu'aujourd'hui ce qu'elles disent, c'est quelque chose qui est bien vu par les autres que dans les années d'après ça sera bien et que tu pourras quand même, te faire des amis et avoir des gens, qui t'aiment et qui pensent à toi et c'est pas parce qu'elles s'en prennent à toi que ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. C'est juste que, elles ont besoin, de faire du mal à quelqu'un et que ça aurait pu être toi comme n'importe qui. Voilà, ce que je me dirais du coup. Comme tu le dis, on est rarement seul, quasiment jamais finalement. Il y a des ressources qui existent, souvent on les connaît pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais de nos jours, on a certes des réseaux sociaux qui peuvent être néfastes, mais qui ont aussi des aspects positifs, c'est qu'ils permettent aussi de communiquer des informations utiles, qui peuvent parfois sauver des vies aussi. Aujourd'hui, donc tu l'as dit, tu travailles, dans un collège. Quelque chose que tu n'as pas dit encore, c'est, ce que tu fais aussi à côté, parce que tu as dit que c'était, une petite partie de tes activités. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu fais, finalement les autres jours? Oui, alors, du coup, le lundi, je suis à ESH et les autres jours de la semaine, je suis étudiante, en psychologie en licence à l'université de Paris-Cité et mon but, du coup, ça serait, je l'espère, d'un jour de devenir, psychologue. Parce que du coup, j'ai fait une réorientation justement, par rapport à la période compliquée, du confinement dont je parlais, auparavant. Et encore à côté, donc le week-end et le soir, je crée du contenu pour, les réseaux sociaux, pour, un compte, que je tiens avec, mon copain qui s'appelle Culture Psy, où en fait on sensibilise, sur les sujets de santé mentale. On parle, de tous les sujets, qui peuvent, concerner et notamment, du harcèlement et des conséquences comme la dépression, l'anxiété. On essaie d'expliquer quelles sont les pathologies mentales, en quoi ça consiste, en quoi consistent tous ces troubles et en même temps, bah, comment on peut en sortir, vers quoi on peut se tourner. On essaie aussi de parler de tous les numéros, toutes les associations qui existent, pour pouvoir, venir en aide, aux jeunes. Pourquoi ça vous a paru important justement de créer ce genre de contenu? Alors, on a toujours eu une appétence, pour les réseaux sociaux, on a toujours aimé, partager de l'info et maintenant pourquoi, sensibiliser sur la santé mentale? À la fois de mon côté parce que, la psycho, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, aussi parce que, Charlie, mon copain, est psychologue, donc c'est quelque chose qu'il connaît également très bien et aussi, le fait de, pouvoir, parler de choses qui nous tiennent à cœur et qui peuvent aussi nous concerner. Comme, ce dont j'ai parlé, la dépression, l'anxiété, certains troubles, c'est quelque chose, que je vis aussi au quotidien, au-delà de connaître la théorie. Donc, en même temps, c'est pouvoir, parler aux gens, de tout ce qui existe, tout ce qui est à leur disposition, à la fois pour aller mieux, mais aussi pouvoir toucher des personnes qui n'ont jamais entendu parler de santé mentale, qui ont peut-être plein d'idées reçues, qui ont, peut-être même peur de la maladie mentale et leur montrer finalement que c'est quelque chose, comme n'importe quelle maladie, comme n'importe quel trouble, on en souffre. On a des moyens d'aller mieux, des moyens de se faire aider et c'est pas des personnes, plus différentes que d'autres. Quel genre de retour vous pouvez avoir parfois
de spectateurs, d'auditeurs, je sais pas comment on dit? Alors dans les retours, on a plein de retours, super positifs et ça vraiment c'est vraiment très, très touchant de voir que, il y a plein de personnes qui, à la fois sont concernées et nous remercient, bah, d'en parler, de pouvoir communiquer là-dessus. À la fois des retours, de professionnels de santé mentale qui sont contents, bah, de voir un compte, qui va parler aussi parfois de théorie et de choses un petit peu plus, compliquées, on va dire, à expliquer, à vulgariser. Et en même temps, parfois, on peut aussi avoir des retours extrêmement violents. C'est vrai que des fois, il faut être bien accroché sur les réseaux sociaux parce que les gens disent, clairement ce qu'ils pensent. Il y a pas de filtre, il y a pas de barrière. C'est vrai que dans mon cas, avec, l'histoire du harcèlement que j'ai vécu, ça peut être parfois un petit peu compliqué de voir certains messages et en même temps, avec le temps, ça m'a aussi, forgé, une certaine, «carapace» entre guillemets où j'arrive aussi à prendre la distance, à me dire que je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est. Direct, j'identifie comme c'est du harcèlement, il faut que ça s'arrête et automatiquement, on recadre, on met des limites et on peut, bloquer. C'est vrai que ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux aussi. C'est que, contrairement à dans la vie réelle, on peut bloquer les personnes, on peut, entre guillemets «garder une communauté», avec des personnes, au maximum bienveillantes, même si, bien sûr, c'est internet, donc c'est ouvert à tous et on prend beaucoup des fois des remarques qui, à la fois, peuvent nous toucher personnellement, peuvent aussi, toucher, bah, les sujets dont on parle qui sont des sujets, extrêmement délicats, hein. La santé mentale, il y a énormément de psychophobie et de haine, des personnes atteintes, de troubles psy. Voilà, c'est puis des fois même des commentaires qui n'ont rien à voir, mais juste, le but, d'atteindre et ça, c'est vrai qu'avec le temps, ça nous atteint pas trop et on arrive à mettre des barrières, mais ça peut être extrêmement, compliqué pour certaines personnes. Donc, faut vraiment avant de se lancer sur les réseaux sociaux, prendre des distances et savoir à quoi on peut s'attendre. Il me reste à te remercier, à elle, d'avoir, partagé avec nous cette période de ta vie et comment tu la vis, et la ressens encore aujourd'hui. On va passer maintenant à ton copain justement, Charlie, qui va nous donner son point de vue de psychologue justement sur ce sujet. Bonjour Charlie, Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode également. merci pour l'invitation. Donc comme, elle l'a dit, tu es psychologue, Mmh. tu travailles aussi auprès des jeunes principalement, donc tu es exposé aussi à cette, problématique du harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu dans le cadre de ton activité professionnelle? Comment ça peut se présenter justement en consultation? Est-ce que c'est fréquent? Finalement, est-ce que les situations sont très diverses ou on retrouve toujours à peu près les mêmes schémas? Donc moi, je suis psychologue en point accueil écoute jeunes, donc je reçois des jeunes de 11 à 25 ans où je peux faire du soutien psychologique, que ce soit dans les locaux de l'association, on est une antenne de la maison des ados, ou directement dans des établissements scolaires. Mais je fais aussi, des actions de prévention en milieu scolaire, principalement autour, de grandes thématiques comme par exemple prévention des addictions, prévention du harcèlement, prévention du sexisme et cetera. Donc je dirais que le harcèlement, je le côtoie, de manière un petit peu transverse. La plupart des jeunes qu'on reçoit, c'est des jeunes en grande partie qui ont vécu ou vivent du harcèlement. Pour nous, en tant que psychologue, ça va vraiment être, ce qu'on appelle, un facteur de risque. C'est comme tu disais à elle, c'est qu'effectivement, c'est, des événements qui vont venir, potentialiser un mal-être, qui vont venir, créer, des vulnérabilités, que ce soit, dans les émotions, dans les pensées, dans l'estime de soi, que ce soit en termes de troubles anxieux, troubles dépressifs, complètement, aussi des idées suicidaires, des tentatives de suicide, voilà. C'est vraiment, un phénomène qui est complexe, je dirais, dans le sens où c'est aussi, un phénomène qui est très, lié au groupal. C'est pas, simplement, juste des agresseurs, c'est aussi des personnes qui, dans un phénomène de groupe, vont se mettre à cette place-là et vont lancer toute une dynamique groupale de personnes qui vont, potentiellement, bah, voilà, faire du mal à une personne cible. Et c'est une dynamique qui va pouvoir aussi tourner. Tu parlais aussi des harceleurs qui peuvent devenir victimes ou qui peuvent devenir témoins aussi. Et en fait, on se rend compte que, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Systématiquement en entretien, moi, je pose la question et effectivement, je peux voir que, ben, c'est un phénomène qui va venir, vraiment générer une souffrance énorme chez les jeunes. Ça montre bien aussi que c'est un phénomène qui est assez banalisé et qui est extrêmement hermétique au milieu, professionnel ou de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui se font de manière,
très insidieuses, cachées du regard des adultes. Et le fait d'en parler avec les jeunes, je trouve ça vraiment très intéressant aussi sur un format de prévention parce que je pense beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte aussi des conséquences qu'il peut y avoir, derrière et la littérature, scientifique, le prouve d'ailleurs à ce sujet. Ah, elle nous parlait de sa situation qui s'est donc, passée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a les réseaux sociaux qui ont vraiment explosé finalement. Mmh, Donc on est aussi, confrontés aussi beaucoup plus qu'à l'époque, au cyberharcèlement. Est-ce que c'est aussi des choses que tu vois beaucoup dans ta pratique? ouais. Complètement. Je dirais que c'est ça qui a énormément évolué, je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas du tout dans la même configuration, d'un point de vue, du numérique qu'actuellement. À l'heure actuelle, on parle plus trop de harcèlement scolaire parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec les réseaux, ça prend une tournure qui est beaucoup plus globale, en fait et on parle de harcèlement en général, dans le sens où avant, si je remonte à plusieurs dizaines d'années, le harcèlement, il était centré sur l'école, on allait à l'école, c'est là où on pouvait en avoir et puis on rentrait chez soi et théoriquement, on n'en entendait plus trop parler. Alors que maintenant, avec les réseaux, il y a plus de limite. C'est-à-dire que, on rentre chez soi et ça continue. Ça continue et ça s'amplifie. Les réseaux sociaux, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant et en fait, c'est pas un outil qui est, soit bon, soit mauvais. Ça dépend comment on l'utilise. Mais en tout cas, ça vient, démultiplier les phénomènes, notamment sociaux et par rapport au harcèlement, ça vient complètement les catalyser. C'est-à-dire que, en fait, il se passe énormément plus de choses qu'avant, par rapport à cette ultra connectivité. Moi, je vois par exemple dans les jeunes que je reçois, au travail, bah, effectivement, d'une séance à l'autre, il peut se passer, énormément de choses. Il y a des phénomènes, qui se passent à l'école qui se reproduisent sur les réseaux. Par exemple, je pense à des groupes, WhatsApp, entre jeunes ou qui ont pour but uniquement de dénigrer certaines personnes ou, des groupes classes où on peut retrouver aussi, du rejet, de l'exclusion sociale et cetera. Donc voilà, effectivement, c'est le genre de choses qui sont davantage à risque à l'heure actuelle. Pareil, tu parlais aussi tout à l'heure, à elle des rumeurs. Je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, les rumeurs sont aussi démultipliées. Il y a, tout ce qui est de l'ordre des rumeurs ou des, images, par exemple à caractère dénudé ou quoi, qu'on va pouvoir retrouver. Tout ce qu'on appelle par exemple, sextorsion et cetera. Ou, bah, par exemple une personne, va, envoyer des photos d'elle à caractère intime à une autre personne et c'est des photos qui vont tourner avec toutes les nudes et cetera. Donc voilà, tout ça, c'est, des choses qu'on voyait peut-être moins il y a quelques dizaines d'années et qui aujourd'hui, sont beaucoup plus puissantes parce que potentialisées par les réseaux sociaux. C'est pas des phénomènes nouveaux, je dirais, dans le sens où, le harcèlement, ça a toujours existé et d'ailleurs on parle du harcèlement scolaire, mais le harcèlement dans la vie de tous les jours ou le harcèlement au travail, ça existe également. Mais, je dirais que les réseaux sont venus démultiplier la puissance, l'intensité et surtout le fait qu'il y ait plus de barrières, plus de limites. Et ça, d'un point de vue psychologique, bah, ça fait qu'en fait, on est constamment en alerte. Je trouve que la prévention du harcèlement, a fait beaucoup de progrès. Moi, je sais que quand j'étais au collège-lycée, par exemple, on n'en parlait pas du tout. J'ai vu du harcèlement, j'ai été témoin de harcèlement, j'ai même pu en vivre dans une moindre mesure. Mais en fait, on n'en parlait pas et on n'en entendait jamais parler. Moi, par exemple, dû avoir une action de prévention dans toute ma scolarité, ce qui est quand même très peu. Donc il y a quand même eu des évolutions. Pareil, on pourrait parler également aussi, de tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation nationale avec le nouveau programme, de lutte contre le harcèlement à l'école qui s'appelle phare, le développement de ce qu'appelle de la méthode de préoccupation partagée, la méthode PICAS. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et c'est quand même une bonne chose et ça mérite d'être souligné. Par contre, effectivement, moi, ce que je peux remarquer quand même, c'est qu'il manque encore beaucoup de ressources, notamment au niveau de l'éducation nationale, que ce soit en termes de personnel formé ou uniquement dédié à ça par rapport à d'autres, systèmes éducatifs dans le monde. Ce qui pourrait manquer aussi, c'est davantage de temps de prévention, avec, par exemple, c'est un petit peu idéaliste ce que je dis, mais,
des heures de prévention toutes les 2 semaines, en classe où le but, ça va être de travailler notamment, sur les compétences psychosociales des jeunes. Parce qu'on sait que ça a réellement, une incidence sur les comportements. Mais, la prévention la plus efficace à l'heure actuelle, c'est la prévention, répétée dans le temps, avec des séances longues et pas de la prévention en one shot, je dirais. Mais ça, il faut faire bouger tout le système éducatif français et c'est pas évident et ça varie beaucoup d'un établissement à un autre aussi. Récemment, dans l'actualité, on a entendu parler du jeune Lucas qui a mis fin à ses jours sur fond de, justement, de harcèlement scolaire à caractère homophobe notamment. Mmh. Est-ce que ces pensées suicidaires sont fréquentes dans les consultations que tu peux avoir? Ouais. C'est, assez fréquent effectivement. Moi, quand je vois des jeunes qui parlent de harcèlement ou qui parlent de discrimination ou d'injures, que ce soit à différents caractères, systématiquement bon, dans tous les cas, systématiquement, en entretien, je pose la question des idées suicidaires. Mais effectivement, quand il y a du harcèlement, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a plus, de syndrome, dépressif avec, de risques d'idées suicidaires et potentiellement de tentatives de suicide, voire de suicide. Ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que le harcèlement, comme tu disais à elle, il trouvera toujours un prétexte. Que ce soit, la taille, que ce soit le poids, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la manière de se comporter en société, il y aura toujours un prétexte. On peut toujours trouver un prétexte et en fait, c'est pas de ce côté-là, qu'il faut chercher, c'est, aussi, du côté de la norme, sociale qui a, les personnes différentes, les plus stigmatisées vont être plus à risque par rapport au harcèlement et c'est ces personnes-là aussi où, il faut vraiment faire attention. Ne pas être non plus dans une logique complètement injonctive où on punirait, les harceleurs parce qu'on sait que c'est plus compliqué que ça et que c'est pas comme ça qu'on va réussir aussi à faire bouger les choses de manière systémique. Mais, c'est vraiment important aussi de prendre en compte le côté très social et de justement de jouer là-dessus. Bah, c'est là-dessus, d'ailleurs que joue la méthode PICAS pour, venir, transformer petit à petit les relations groupales et venir faire comprendre aux élèves que, en fait, on est tous différents et que, c'est pas la bonne manière d'exprimer ça. Comme on vient d'en parler, je me permets d'ajouter justement le numéro 3114, la ligne de prévention du suicide, et le 15 aussi en cas d'urgence. Est-ce que tu peux nous donner aussi les numéros que peuvent contacter celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient victimes justement de harcèlement et de cyberharcèlement? Oui, tout à fait. Alors, il y a le 30-20, qui est un numéro vert, pour toutes les personnes, victimes de harcèlement à l'école ou qui sont témoins de harcèlement, scolaire. Il y a aussi le 30-18 qui est plus spécialisé dans tout ce qui va être cyberharcèlement. Et enfin, en termes de ressources, je voudrais dire aussi que c'est important d'en parler. Même si c'est pas facile, même si on a de la pression sociale, sur soi, c'est important d'essayer d'en parler à des adultes de confiance, que ce soit, la famille si elle est suffisamment contenante, que ce soit, à l'école s'il y a des professionnels avec qui vous vous sentez, plus à l'aise. N'oublions pas aussi les psychologues scolaires qui sont alors le plus souvent dans les établissements, publics, mais aussi dans les privés, dans une moindre mesure et aussi toutes les structures associatives, que ce soit, les points accueil et écoute jeunes, que ce soit, les fils santé jeunes, ou toutes les associations, qui œuvrent, contre le harcèlement, de toute nature qu'il soit. C'est important d'être soutenu et de se sentir compris ou comprise et voilà, ne pas hésiter à utiliser ces ressources-là aussi. Merci Charlie. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés. Et à très bientôt.